Une vie, une œuvre, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme chaque semaine, nous vous proposons un documentaire sur un artiste qui a marqué son temps aujourd'hui, Jean Genet, 1920-1986. Le centenaire de la naissance de Jean Genet est partout l'occasion de célébrer un homme qui serait d'abord un engagé politique, que ce soit aux côtés des Palestiniens dans leur combat pour la terre ou dans les rangs des Black Panthers, revendiquant leurs droits civiques. Toujours donc apparaît l'image d'un saint vivant au milieu des opprimés, des humiliés, en empathie quasi mystique avec eux. Cette vision de Genet n'est évidemment pas fausse, mais elle ne constitue qu'une facette parmi d'autres d'un homme qui ne nous a pas laissé le mode d'emploi pour le comprendre. Genet dissimulait beaucoup, il refusait d'être récupéré, et ses engagements étaient peut-être au fond plus esthétiques que politiques. La beauté d'un mouvement, d'un visage, d'une action dérisoire ou d'un combat perdu d'avance comptait peut-être plus pour lui que la signification politique ou sociale de ce mouvement, de cette action, de ce combat. Pour se désespérer, né de père inconnu et abandonné par sa mère, confié à l'assistance publique, jeté en prison pour de quasi-broutilles, seules peuvent encore exister les quelques parcelles de beauté qu'il décèle dans le monde et adore pieusement, émerveillement furtif et souvent douloureux qui lui permettent de survivre. C'est donc surtout de la force du beau que nous allons parler chez Genet aujourd'hui, y compris quand cette passion pour l'esthétique embrasse son frère démoniaque, la fascination pour l'abject et parfois l'indéfendable. C'est un documentaire de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisé par Ghislaine David. Racontez-nous Notre-Dame des Fleurs, Antoine Bourseiller. Vous connaissez, j'imagine, le roman. En gros, c'est l'histoire d'un jeune paysan qui devient, par la force des choses et aussi parce que c'est sa nature, il devient un travesti qui est très célèbre à Pigalle et qui meurt d'ailleurs assez tôt, vers l'âge de, disons, 30 ou 35 ans. Et le roman commence par l'enterrement de Divine, puisque ce travesti s'appelle Divine. C'est une succession de scènes entre un flashback qui se déroule quand il est enfant ou garçonnet à la campagne, et ensuite quand il exerce son métier à Pigalle. Jacques Nerson, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez lu du Jean Genet ? Oui, je me souviens très bien et j'ai eu la chance de tomber tout de suite sur l'œuvre qui me paraît majeure, qui est Notre-Dame des Fleurs, qui est, à mes yeux, son chef-d'œuvre, indépassable, indépassé par lui. Et alors, qu'est-ce que vous éprouvez à la lecture de ce livre-là ? Un bouleversement incroyable, un bouleversement moral. Parce que c'était quand même la première fois que je lisais quelque chose d'aussi sulfureux. Il y a un retournement des valeurs qui est absolument incroyable. C'est un inverti et il inverse tout. Et il convertit le mal en bien en permanence. Et c'est évident qu'il a, de son enfance, gardé une colère terrible contre les institutions, contre la France même, et de là, cette apologie de l'inversion et de la trahison. Alors évidemment, moi, petit garçon plutôt sage, je ne pouvais qu'être complètement bouleversé. Et puis alors, une écriture d'une beauté incroyable. Je vais peut-être vous faire bondir, mais que on peut comparer à la princesse de Clèves. Il retrouve les sources du baroque, et en même temps une espèce de classicisme, c'est stupéfiant. Ça ne ressemble, c'est un monolithe qui tombe du ciel et qui n'a rien à voir avec ce qui s'est fait avant et ce qui se fera après, en tout cas pour son siècle. Il y a une espèce d'évidence chez Jean Genet que la normalité, c'est l'homosexualité aussi. Par rapport à Gide qui va chercher à se justifier, par exemple. Pour lui, il n'y a pas à se justifier, les choses sont évidentes. Il est effectivement d'une autre génération, mais je crois qu'il est quand même hanté par des problèmes moraux et qu'il est loin des homosexuels d'aujourd'hui qui réclament une sorte d'égalité de traitement avec les hétérosexuels. Je crois que ce qui l'intéresse aussi, et en ça il est très certainement chrétien, c'est le sens du blasphème. Il a la sensation
Et c'est, je crois, ce qui l'excite, ce qui l'intéresse, ce qui le bouleverse, c'est la sensation de commettre un sacrilège. Alors, il y a une colère. On a parlé de la colère contre les institutions. Il y a évidemment une colère contre l'Église, qui peut se comprendre, dont il peut estimer d'ailleurs qu'elle a pas tellement pris en compte le sort d'enfants comme lui ou de ces enfants qui se sont trouvés dans des maisons de redressement assez dures, comme ça a été son cas. Donc, je pense qu'il est évidemment anti-catholique. Je pense qu'il est en revanche profondément chrétien et qu'il est hanté par la question du sacré. Et ça, on le verra au moment justement où il se lancera dans le théâtre et il va essayer de renouer avec les grands théâtres sacrés, même de l'Orient, puisqu'il n'y a pas tellement de théâtres de ce genre qui existent encore en Occident. Et dans ses romans, vous sentez ce côté sacré également ? En permanence. Ça n'est pas pour rien qu'il donne le surnom de divine au travesti. Travesti qui est un peu lui d'ailleurs aussi. Qui est un peu lui, bien sûr. Et je pense qu'évidemment, il y a là encore une recherche du sacré. Le bruit de la serrure qui cède, le silence qui suit, la solitude qui m'assaille toujours présideront à mes entrées criminelles. Ce sont des rites d'autant plus importants qu'ils sont obligés, n'étant pas de simples ornements d'une action dont l'essence me demeure encore mystérieuse. J'entrai. Je fus le jeune souverain qui prend possession d'un royaume nouveau, où tout est neuf pour lui, mais qui doit receler des dangers d'attentats, de conjurations dissimulés sur la route qu'il suit, derrière chaque rocher, chaque arbre, sous les tapis, dans les fleurs qu'on lance, dans les cadeaux qu'offre un peuple invisible à force d'être nombreux. Le vestibule était grand et m'annonçait l'intérieur le plus somptueux que j'eusse vu. Je m'étonnais qu'il n'y eût pas de domestique. J'ouvris une porte et je me trouvai dans le grand salon. Les objets m'attendaient. Ils étaient disposés pour le vol, et mon goût pour le pillage et les butins s'exalta. Pour bien parler de mon émotion, il faudra que j'emploie les mots mêmes dont je me suis servi pour dire mon émerveillement face de ce trésor nouveau, mon amour pour Bulken, et pour dire ma crainte en face de ce trésor possible, son amour pour moi. Il me faudrait évoquer les tremblants espoirs de la Vierge, de la promise du village qui attend d'être choisie, puis ajouter que tout cet instant léger est sous la menace de l'œil unique, noir et impitoyable d'un revolver. Durant 2 jours, je restais devant l'image de Bulken, avec la craintive pudeur de celui qui porte son premier bouquet blanc dans sa collerette de dentelle en papier. Dirait-il oui? Dirait-il non? J'implorais les araignées qui avaient tissé de si précieuses circonstances que leurs fils ne se rompent pas. Très clairement, il se met dans la position de la femme. C'est Genet folle, car il y a évidemment en lui une folle qui joue, à mon avis, à être de temps en temps mec, mais qui, je crois que sa vraie nature, c'est d'être une femme, d'être une folle. Et évidemment, il se vit en marié, là. Enfin, il joue à la mariée. Et du coup, on comprend aussi le plaisir qu'il a en prison à être entouré de tous ces hommes. Des gros durs, bien sûr. Et alors, quand ce sont des assassins, il est fasciné, des assassins, des voleurs, il est fasciné, ça le fait frémir, ça lui fait peur. C'est l'attrait du mal, hein. Éric Marty, vous étalez devant vous les différents livres de Jean Genet. Il faut dire que vous les avez compulsés beaucoup. Oui, j'aime beaucoup mon édition de Notre-Dame des Fleurs, Vincé les œuvres complètes, tome 2, 1951. Et elle est très très abîmée, comme vous le voyez, avec du scotch et des pages souvent cornées. Vous l'avez acheté vous-même? Non, c'est à ma famille. Ça va être mon père qui l'a acheté. C'est un livre de la bibliothèque familiale. On lisait Genet chez les Marty? Oui, apparemment. Et pourtant, je n'ai jamais parlé ni avec mon père, ni avec ma mère, ni avec qui que ce soit dans la famille. Mais le livre était là, à la maison, effectivement. Parce que c'est pas tellement des livres qu'on trouve facilement dans les bibliothèques familiales. Du tout. Et quand on les ouvre, on est quand même assez sidéré par l'extraordinaire liberté, l'intensité, la violence aussi, la dureté. Et bien sûr aussi la beauté de cette œuvre. Et on a l'impression que personne ne l'a lu, parce que sinon, effectivement, on a l'impression que ce sont des livres trop explosifs pour que finalement
ils soient vraiment lus. Je pense qu'ils sont lus en effet, mais très vite refermés. Et leur violence, le pouvoir de scandale de Genet, qui à mon avis est sa valeur la plus intense. Et par scandale, j'entends pas seulement le scandale superficiel, par exemple celui qu'un conservateur ou qu'un petit bourgeois aurait pu avoir en assistant auparavant avec la fameuse scène des paix des légionnaires. Ça, c'est le scandale dans sa dimension, je dirais, qui n'est pas inintéressante, mais qui est la plus ordinaire. Je crois qu'il y a un scandale plus profond chez Genet, et peut-être sa personne même, son existence même comme individu. Scandale d'abord peut-être parce que c'est un enfant abandonné, et donc peut-être qu'il n'aurait jamais dû vivre. Je suis né à Paris le 19 décembre 1910. Pupille de l'assistance publique, il me fut impossible de connaître autre chose de mon état civil. Quand j'eus 21 ans, j'obtins un acte de naissance. Ma mère s'appelait Gabrielle Genet. Mon père reste inconnu. J'étais venu au monde au 22 de la rue d'Assas. Je saurai donc quelques renseignements sur mon origine, me dis-je, et je me rendis rue d'Assas. Le 22 était occupé par la maternité. On refusa de me renseigner. Je fus élevé dans le Morvan par des paysans. Quand je rencontre dans la lande, et singulièrement au crépuscule, au retour de ma visite des ruines de Tiffauges où vécut Gilles de Rais, des fleurs de Genet, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde, et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi, peut-être la fée de ces fleurs. Albert Dichy, Jean Genet a été abandonné à l'âge de 7 mois et dans un livre que vous venez de publier, vous reproduisez les lettres de sa mère à l'assistance publique dans lesquelles elle demande des nouvelles de son fils. Alors j'ai ici l'une de ces lettres, est-ce que vous voulez bien la lire pour nous ? Donc c'est une lettre de Camille Genet. Voilà, c'est « Monsieur, depuis longtemps je suis tourmenté au sujet de mon fils Frédéric Genet, né le 1er mars 1913, et que j'ai été dans l'obligation absolue de vous abandonner le 26 avril. Je l'ai su bien malade, et je voudrais savoir de ses nouvelles. J'ai eu un autre fils aussi, nommé Jean, né à Paris le 19 décembre 1910, et que j'ai dû vous confier. Je comptais pouvoir le reprendre lorsque l'autre petit est venu, et étant absolument seul, et pouvant à peine me suffire à moi-même, j'ai dû les abandonner, et cela est pour moi une souffrance continuelle et un remords qui me ronge. Mais que faire ? Je ne vous donne pas mon adresse, car la dernière fois, on est venu faire une enquête dans la petite pension où j'habitais, en faisant connaître le motif, et j'ai dû quitter cette maison, car depuis la vie n'y était plus possible, et une nouvelle enquête faite à mon domicile ou à mon atelier serait absolument désastreuse pour moi. J'espère, monsieur, que vous comprendrez et pardonnerez cette réserve et ne me refuserez pas ce que je vous demande si instamment, des nouvelles de mes 2 petits-enfants. Je ne perds pas courage et j'espère toujours des jours meilleurs qui ne viendront peut-être jamais. Recevez, monsieur, avec tous mes remerciements, mes salutations respectueuses. Camille Genet, poste restante, bureau 5e. L'abandon, enfin l'idée de l'enfant abandonné, elle est pour moi tout à fait intrinsèque à l'écriture de Genet, et on ne peut pas peut-être ne pas ressentir, il me semble difficile qu'on ne ressente pas l'abandon comme étant ce qui habite la phrase de Genet, son écriture, de manière intense. Les passages très beaux de son œuvre où la mère figure sont des passages vraiment bouleversants. Je pense au journal du voleur. Genet est arrêté par la police espagnole, il est en Espagne, et un policier sort de sa poche un tube de vaseline qui désigne de manière un peu honteuse, en quelque sorte, les mœurs de Genet. Et donc Genet est là dans cette commissariat avec ce tube de vaseline qui l'exclut et qui en fait un sujet à part.
et une vieille dame passe dans la rue, et Jeunet imagine que c'est une voleuse, et Jeunet imagine que c'est sa mère. Et il y a dans cette triangulation comme cela entre le flic, lui, cette femme, qui est une sorte de clocharde, et voilà, quelque chose de réellement bouleversant, et qui renvoie en effet à l'abandon à l'abandon et l'exclusion, je pense, comme une sorte de trauma radical chez Jeunet. Et je ne crois pas que ce soit de la psychologie, je crois que c'est simplement d'une sensibilité qu'on peut avoir à la prose de Jeunet que de sentir en effet l'abandon comme quelque chose qui est au cœur de la fois de l'intensité de sa phrase et puis de ces moments de trou et de vide qui sont dans cette phrase. Ces moments que Jeunet décrit très bien, de défection, d'abandon, de défaite, qui trouent sa phrase et qui trouent ses récits, me semble-t-il, sont en effet l'écho manifeste d'un abandon qui est sa structure propre. Alors qu'il a 15 ans, en 1925, Jean Genet, qui a volé des objets sans valeur et fugué de son foyer d'accueil, est envoyé à la colonie pénitentiaire de Mettray, en Touraine, une maison de redressement pour mineurs délinquants. Que l'on veuille bien comprendre et l'excuser mon émotion quand je dois exposer une aventure qui fut aussi la mienne. Au mystère que vous êtes, il me faut opposer et le dévoiler le mystère des bagnes d'enfants. Et part dans la campagne française, souvent dans la plus élégante, il est quelques lieux qui n'ont pas fini de me fasciner. Ce sont les maisons de correction, dont le titre officiel est trop poli, et maintenant patronage de relèvement moral, centre de rééducation, maison de redressement de l'enfance délinquante, etc. Le changement de titre est déjà un signe. L'expression maison de correction est quelquefois pénitencier, devenue une sorte de nom propre, ou plus exactement encore désignant un endroit idéal et cruel situé très profondément dans le cœur de l'enfant, avait une violence que les éducateurs ont essayé d'affaiblir. Il était sot de s'attaquer au nom, en croyant que changerait l'idée de la chose nommée. Puisque cette chose est, si j'ose dire, vivante, puisqu'elle se fait par le seul mouvement, par le seul va-et-vient de l'élément le plus créateur, les enfants délinquants, ou criminels. Saint-Maurice, Saint-Hilaire, Belle-Île, Is, Agnane, Montesson, Mettray. Dans la tête de chaque enfant qui vient de commettre un délit ou un crime, ils sont la projection pour un temps définitif de leur destin. Est-ce que cette époque-là de Mettray, dont il dit que ça a été aussi un paradis malgré la dureté, est-ce que finalement c'est pas là où il s'est senti le plus chez lui et le mieux peut-être ? Je crois que Genet, comme Sade d'ailleurs, est quelqu'un au fond qui a peut-être souhaité l'enfermement, qui a peut-être fait de l'enfermement de la cellule un espace d'existence, une structure. Je pense aussi à Louis Althusser qui a aussi aimé profondément cet enfermement comme structure de défense et comme un espace d'habitation. Je crois que beaucoup d'écrivains sont dans cette situation-là. Très peu vont jusqu'à ce désir d'incarcération, ce désir de l'espace carcéral que je n'ai pu avoir. Mais je crois que c'est aussi un phénomène très, très propre à l'écriture que d'aimer au fond cet enfermement. Chez Genet, bien sûr, l'enfermement est un espace parfait d'écriture et jamais il n'écrit aussi bien qu'enfermé. Par conséquent, Mettray est un lieu aussi qui est très, très, très structurant parce qu'il y est en effet très jeune. Genet décrit ce monde de Mettray comme un monde très archaïque, moyenâgeux, féodal. Et plus tard, dans L'Enfant criminel, Genet se moquera beaucoup, très méchamment, de tous ces progressistes de gauche qui veulent faire du bien aux jeunes gens des prisons en améliorant leur sort. Pas du tout, dit Genet. Au fond, ces jeunes gens savent qu'ils sont dans le mal, savent qu'ils sont des voleurs, des assassins. Et donc, l'espèce de progressisme bien pensant, pleurnichard de gauche, ils s'en moquent avec beaucoup d'ironie. Donc, je crois qu'il y a quelque chose, en effet, chez Genet, une forme d'habitabilité de la prison, de l'incarcération et d'un espace qui est pour lui l'espace du fantasme. Le monde végétal m'est familier. Je peux sans pitié considérer toutes les fleurs. Elles sont de ma famille. Si par elles, je rejoins aux domaines inférieurs, et c'est aux fougères arborescentes et à leurs marécages, aux algues,
que je voudrais descendre, je m'éloigne encore des hommes. De la planète Uranus, paraît-il, l'atmosphère serait si lourde que les fougères sont rampantes. Les bêtes se traînent, écrasées par le poids des gaz. À ces humiliés toujours sur le ventre, je me veux mêler. Si la métempsychose m'accorde une nouvelle demeure, je choisis cette planète maudite. Je l'habite avec les bagnards de ma race. Parmi d'effroyables reptiles, je poursuis une mort éternelle, misérable, dans des ténèbres où les feuilles seront noires, l'eau des marécages épaisse et froide. Le sommeil me sera refusé. Au contraire, toujours plus lucide, je reconnais l'immonde fraternité des alligators souriants. Ce qui me fascinait, moi, dans la façon dont Genet mettait en scène ses fantasmes, c'est qu'il écrivait le fantasme sexuel qu'il vivait, quoi. Plus que des scènes réelles, on comprenait qu'on était dans le fantasme. Et ayant relu Notre-Dame des Fleurs assez récemment, j'ai été, frappé par l'humanité, en fait, de ce texte. La grande humanité de ce texte, et en général chez Genet, dans les romans, je parle pas du théâtre. Une sorte d'humanité qui ne m'apparaissait pas vraiment quand j'étais plus jeune. Je vois toute son empathie, en fait. Et je comprends mieux son rapport au crime, son rapport aux voyous. Pourquoi ? Parce que la vie a passé, il se trouve que j'ai rencontré moi-même des voyous, enfin des enfants criminels plutôt que des voyous d'ailleurs. Parce que moi, les voyous, ça me fait plutôt peur, quoi. Mais oui, des enfants, enfin des gamins qui avaient des parcours accidentés, comme on dit aujourd'hui, et qui sortaient de prison, j'en ai rencontré, oui. Donc, je comprends mieux le rapport de Genet, ce côté amant et en même temps grand frère, pas paternel, parce que ça voudrait dire que c'est incestueux, mais oui, quelque chose de cet ordre-là, quoi. Un regard que l'on porte sur une enfance abîmée et qui est émouvante. La beauté chez Jean Genet, Gilles Leroy, c'est souvent lié à la violence. Oui, je crois que j'ai ça un peu en commun avec lui. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la déflagration dans la beauté, quelque chose de l'ordre de presque insupportable parfois. Et ça, Genet l'a très très bien écrit, ce moment où la beauté, oui, devient une sorte d'absolu violent. Dangereux, oui. Il y a une scène que je trouve à la fois la plus érotique et justement la plus aux limites de ce qui est supportable dans le désir du beau. C'est la scène de pompe funèbre où le jeune milicien, Riton, je crois, tombe amoureux du soldat allemand et décrit ce désir qu'il a pour lui, la beauté de ce soldat allemand. Et là, on est, oui, vraiment dans les limites de c'est tomber amoureux de l'ennemi, de toute façon. Et c'est typiquement génétien, ça, cet amour-ennemi. Oui, il y a quelque chose dans le beau qui doit être forcément dérangeant, en général, je crois. Et là, particulièrement, lorsque ça rejoint un désir interdit avec un ennemi. Enfin, il y a une sorte d'accumulation comme ça, de difficultés qui rendent les choses violentes. Vous n'avez pas pompe funèbre sous la main, ici ? Peut-être que je l'ai. Je peux regarder si vous voulez. Éric était debout derrière le lit. Son intervention détourna l'attention des soldats qui parlèrent d'autre chose, mais en passant près de Riton, un soldat en souriant caressa ses cheveux emmêlés. L'étonnement puis l'inquiétude s'emparèrent du gosse. Il secoua la tête pour se débarrasser de cette main, mais il n'osa aucun geste, aucune moue de mauvaise humeur, pas même un froncement de sourcils. Et tout de suite, au rire, au regard, il comprit que les soldats savaient. Il crut qu'ils se moquaient avec mépris. Il rougit. N'ayant pu se laver, il avait le visage luisant où la rougeur parut étincelante, plus chaude. Un des soldats le vit dans la glace et sans montrer au gosse qu'il l'avait remarqué, la dénonça en souriant à Éric, qui s'approcha doucement de Riton. Derrière lui, le prit par le cou, le renversa un peu et l'embrassa dans les cheveux avec beaucoup de gentillesse,
en face de ses camarades et du sergent. Personne ne commenta ce geste, naturel et charmant. Riton sourit, car bien qu'il eût prétendu s'en moquer, il acceptait de publier ses amours, tant il aimait Éric, dont la personne souveraine venait de s'imposer à tous par ce calme baiser. Puis, Riton, tout à coup, sentit qu'il tombait dans un précipice. Éric l'aimait-il vraiment ? Il eût voulu lui dire qu'à l'heure de leur mort enlacée, le plus humain était de s'accorder mutuellement le plus grand bonheur. Mais c'était difficile à dire, il ne savait pas l'allemand. Et c'est assez rare finalement chez Jean Genet que l'on tombe sur une scène comme ça du fait de tomber amoureux, sur une vraie scène d'amour en fait, presque fleur bleue là pour le coup, si on peut dire, puisque le cadre c'est la guerre des toits, enfin, et ce sont les soldats allemands en déroute, la milice, enfin bon, le cadre est terrible, très violent justement, et cette scène, ce tomber amoureux là, je le trouve très beau. Pour moi, c'était d'abord quelqu'un de chaste. Lydie Datas. Ce qui ne veut pas dire que c'est quelqu'un c'était pas un ange, c'était pas quelqu'un qui n'avait pas de relation physique avec des personnes, mais chaste au sens, comme on dit, on parle d'une écriture chaste. Qu'est-ce que c'est une écriture chaste ? C'est une écriture comme il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire une écriture qui arrive à faire passer quelque chose de sacré dans le langage. Quelque chose de lumineux ou même de ténébreux, mais c'est un soin apporté aux mots, à l'assemblage de certains mots. Vous parlez beaucoup dans votre livre de la foi. Vous en faites un saint également. Est-ce que c'était un religieux, Jean Genet ? Il avait la foi, en tout cas une foi dans la vie, donc qui rendait à ses yeux la vie sacrée. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui le disait, qu'on lui avait donné à sa naissance un certain temps et que ce temps-là était sacré, qu'il n'avait ni le droit de l'interrompre volontairement. Donc il était imprégné, oui, tout de même de convictions religieuses. Oui. Il y a un moment dans ce livre, Pompe funèbre, il y a un moment où il est agenouillé dans l'église de la Trinité à Paris et où il fait une prière à Dieu. Et c'est une prière qui n'est pas très orthodoxe. Je ne la connais pas par cœur, mais enfin, il dit à Dieu, vous savez que la paille a marqué mes genoux, pardonnez-moi, etc. Et c'est une prière. Alexandre Romanès. Souvent il disait c'est pas drôle d'être moi. Je me souviens qu'un jour je lui avais dit moi quand j'étais enfant et que je voyais deux personnes qui s'embrassent, qui s'enlacent et qui s'embrassent, s'ils étaient laids, c'était choquant pour moi. Et il m'a fait cette réponse, il m'a dit mais tu avais parfaitement raison. Je trouvais ça extraordinaire parce que en même temps il était tellement humain aussi. Et il était vraiment tourné vers la beauté. Quand on allait au café, je remarquais qu'il s'arrangeait toujours pour avoir dans son axe les gens qui lui semblaient les plus beaux ou les moins laids. C'est une affaire qui allait très loin chez lui. D'ailleurs, dans Les Paravents, l'intrigue principale, c'est précisément ce jeune homme qui est obligé de se marier avec une femme laide parce qu'il n'a pas suffisamment d'argent pour se payer, entre guillemets, une femme plus belle. Éric Marty, vous avez analysé l'admiration que Jean Genet porte pour le fascisme. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ou qu'est-ce qu'on peut dire sur cette ambivalence ?
Je crois qu'au cœur de l'œuvre de Genet, il y a un processus qu'on pourrait nommer rapidement comme étant la pulsion de mort qui habite son écriture, qui habite son inspiration, qui habite son style. Pulsion de mort qui se situe, je dirais, au niveau de sa propre personne, dans son rapport au condamné à mort, dans son rapport à la mort, à sa propre mort, dans son rapport à la jouissance, bien sûr. Mais, et c'est ça qui fait que Genet est fascinant, qui a aussi une projection sur l'histoire, qui ne sait pas, ce rapport à la mort et la pulsion de mort ne s'est pas limité à une dimension simplement fantasmatique sur un plan personnel. Cette relation à la pulsion de mort s'est projetée dans une dimension historique. Et quand est-ce que Genet commence à écrire? En 40, 41, 42. Antoine Desfleurs, il écrit en prison. Et la première phrase qu'il écrit, c'est pour parler de ces avions allemands qui bombardent, qui le fascinent. Et tout au long de son œuvre, depuis Antoine Desfleurs jusqu'à Un captif amoureux, eh bien, il y a un personnage qui est commun à toutes ses œuvres, c'est Hitler. C'est le seul personnage qui soit présent dans toutes les œuvres de Genet, du début jusqu'à la fin. Et je crois que simplement, dans cette fascination pour Hitler, qui n'est pas du tout une admiration idéologique, je ne crois pas un seul instant que Genet soit fasciste ou national-socialiste au sens politique. C'est la puissance de contradiction que Hitler ou que le fascisme introduit dans le monde, introduit dans la réalité du monde, et qui révèle, disons, ce monde comme un enfer, et qui dit la vérité de ce monde, qui en dévoile en quelque sorte l'envers, qu'est précisément cet enfer. Et constamment, ce qui fascine Genet chez Hitler, c'est la puissance de mort qui est en lui, et la puissance aussi de dérangement profond, d'ébranlement profond de l'incarnation, de la vie, du désir, et qui prend ces dimensions donc historiques et politiques, qui ne se limitent pas, si vous voulez, comme certains ont pu le penser, au rapport avec Arcamon, par exemple, dans Le miracle de la rose, le condamné à mort, ou Antoine Desfleurs dans Antoine Desfleurs, c'est-à-dire qui n'est pas limité à un rapport, je dirais, de fascination homosexuelle, érotique, que Genet a pu avoir pour telle ou telle figure du condamné à mort, mais qui vraiment prend une ampleur tout à fait troublante et fascinante dans l'histoire, et dans l'histoire contemporaine la plus proche, et qui évidemment fait scandale, qu'on pense à Pompes funèbres, qui est le livre pour moi le plus scandaleux du siècle, et le plus troublant aussi du siècle. Je saurai peut-être un jour le rôle secret qu'ils tiennent dans mon cœur. Voilà ce que dit Jean Genet en parlant des soldats allemands. Absolument. Il dit ça à propos de Jean de Carnin, c'est-à-dire que Jean de Carnin, donc, qui est l'ami de Genet, résistant, tué par les Allemands, et que précisément, Pompes funèbres fait à la fois une sorte d'interminable éloge funèbre, qui est aussi une cérémonie sexuelle, une cérémonie érotique. Et la phrase que vous avez citée, c'est précisément pour dire qu'il va trahir Jean de Carnin, qu'il va trahir donc l'amant. Et tout le livre Pompes funèbres, qui est un livre vraiment fou, eh bien, est habité par ce cérémonial où tout en suivant en quelque sorte le cercueil d'où Pompes funèbres de Jean de Carnin, c'est à une sorte de cérémonie qui convoque Hitler en personne, évidemment, sous des formes burlesques, mais tragiques, grandioses, misérables, et qui prend cette dimension donc par moments apocalyptique, sous la forme d'une apocalypse politique et historique, et d'une apocalypse aussi du désir et de la jouissance. Parce que la trahison vient du fait que Jean de Carnin est mort sur les barricades, il était résistant, donc c'est un personnage qui a réellement existé, qui était effectivement l'amant de Jean Genet, et il est mort sous les balles allemandes. Tout à fait, le livre commence par la projection d'un film, enfin Genet dans un cinéma assiste à un film où on voit un milicien, peut-être le milicien qui a tué Jean de Carnin, et alors que la salle, évidemment, conspue le milicien qui figure sur l'écran, Genet, lui, évidemment, dit toute sa fascination, son admiration, son trouble à l'égard du milicien. C'est très troublant parce que, en fait, on retrouve là ce que Pasolini, dans Salo ou Les 120 dans les Sodomes, met en exergue comme la figure de l'anarchiste de pouvoir. Il y a une très belle mise en perspective du fasciste, au fond, comme anarchiste de pouvoir. Nous, les fascistes, nous sommes les vrais anarchistes, est-il dit dans Salo. Eh bien, on pourrait dire que pour Genet, c'est cela. Le milicien, sans doute, est le vrai anarchiste, c'est-à-dire celui qui, au fond, crée à partir de l'ordre, un désordre maximal, un chaos absolu, par opposition, je dirais, à l'anarchiste imaginaire, habituel, le pacifiste, un peu bêlant, et qui n'a aucun intérêt.
Albert Dichy, Jean Genet écrit son premier texte en prison, c'est Le Condamné à mort en 1942. Puis, toujours en prison, il rédige Notre-Dame des Fleurs et Miracle de la Rose. Et ensuite, coup sur coup, ce sont Pompes funèbres, Querelle de Brest et Journal du voleur jusqu'en 1945. C'est une profusion extraordinaire qui va s'arrêter. Et après, il n'y aura plus de prose pour Jean Genet. C'est aussi le moment où il va connaître le succès. Est-ce qu'il n'y a pas une période un peu narcissique à un moment donné chez Jean Genet, avec ce succès qui le déborde? On sait qu'il s'habille, qu'il fait très attention à la manière dont il s'habille. Enfin, il expérimente à ce moment-là de sa vie une autre vie que finalement il ne va pas décider de vivre complètement. Comment est-ce qu'on peut analyser le succès chez Jean Genet à ce moment-là, et les gens qu'il rencontre aussi? D'une certaine façon, on pourrait dire qu'il y a une énorme mélancolie chez Genet qui vient justement de ce succès dont vous parlez. Il a tout fait pour l'obtenir. Il a voulu se faire publier, même s'il avait des réticences. Il a voulu quitter un petit éditeur pour aller chez un plus grand éditeur qui était Gallimard. Donc il y a cette période comme ça, il rencontre Cocteau, il va dans de grands salons parisiens, chez Marie-Laure de Noailles, il rencontre un richissime collectionneur, Jacques Guérin. Et puis très vite, en réalité, même s'il continue à jouer au voleur et à chaque fois qu'il arrive dans un salon parisien, à dire aux grandes dames des dames qui le recevaient, voilà, je cherche quelque chose à voler. Il y a une très belle chose quand même dans la vie de Genet, c'est quelqu'un qui, au moment où il atteint le succès, disparaît. Bon, vous parliez de cette carrière qu'il a, si on peut utiliser le mot de carrière, donc avec un départ formidable, et il écrit en l'espace de 2-3 ans 5 romans, 3 pièces de théâtre, un ballet, des textes de prose, de critique. On a en 5 ans une formidable éclosion de textes, et puis il s'arrête complètement. Puis ça repart avec le théâtre. En l'espace de 2-3 ans, il écrit quelques-unes des plus belles pièces du XXe siècle. Et il se tait de nouveau. Il écrit de façon volcanique, c'est par éruption. Il y a à la fin du Journal du voleur une phrase où il dit, je cite de mémoire, ce livre est le dernier, à moins que ne survienne un événement d'une telle gravité qu'il m'oblige à inventer un langage tel que je puisse en répondre, je n'écrirai plus. Et on peut dire qu'au fond, le livre qui suit Journal du voleur, c'est 30 ou 40 ans plus tard, Un captif amoureux. Et là, pour rendre compte de ce qu'il a vécu auprès des Palestiniens et des Black Panthers, il réinvente une nouvelle écriture. Jacques Nersson, pour vous, ce qui compte chez Jean Genet, c'est plutôt les romans ou c'est plutôt le théâtre? C'est, pour moi, de toute évidence, les romans. Alors, je m'intéresse beaucoup au théâtre, mais en tant qu'homme de théâtre, j'ai moins de passion pour le théâtre de Genet. Le roman de Genet, encore une fois, était totalement novateur. Le théâtre me paraît partir d'une nécessité moins grande chez lui. C'est-à-dire, je crois que ça correspond à un essoufflement du romancier. C'est quand il n'a plus pu, alors peut-être à cause de Sartre en partie, il a dit qu'il avait été paralysé par l'éloge trop grand de Sartre et que Sartre avait trop bien démonté le mécanisme de la création chez lui et que ça l'avait un peu annihilé. C'est possible. Mais en tout cas, je crois qu'il s'est mis au théâtre parce que, d'une certaine manière, il n'avait plus rien à dire pour le roman. Il avait jeté son cri, il ne faisait plus que se répéter, de moins en moins bien, au début encore superbement. Et donc, je crois que c'est un peu la raison qui l'a poussé vers le théâtre et aussi probablement, et il n'y a rien de déshonorant à ça, le besoin d'argent. En même temps, Les Bonnes, par exemple, ça marche quand même très bien. Les Bonnes marchent, c'est vrai. Je pense qu'il y a quand même énormément de longueur et énormément de chichi dans l'écriture. Le thème est formidable. Là encore, son instinct a été très juste de choisir l'histoire des sœurs Papin. C'est un fait divers incroyable, d'ailleurs qui a inspiré, on le sait, d'autres créateurs après lui. Évidemment, il y a des beautés dans les Bonnes, mais
Il y a aussi beaucoup de longueur. D'ailleurs, Jouvet, qui a monté la pièce parce qu'il sentait qu'il fallait le faire, parce qu'il sentait qu'il y avait là quelque chose qui apparaissait, qui était très important, et en même temps, il ne l'aimait pas. Sur le plan théorique, il est souvent intéressant, bien qu'il se soit beaucoup contredit, mais il veut remettre au goût du jour la cérémonie théâtrale. Il veut rethéâtraliser le théâtre. Il veut l'éloigner du réalisme et de la psychologie, qui a été le cas du théâtre du début du XXe siècle. Moi, c'est sans conteste les paravents. Il y a dans les paravents une réflexion, qui est ouverte. Il y a malgré tout un effet de clôture dans les autres pièces, les bonnes bien entendu, le balcon et les nègres. Dans les paravents, on a une sorte de ligne qui est tracée par ces trois personnages que je nomme la famille des orties, Saïd, Laïla et sa mère, qui sont sur une ligne entre les deux blocs qui s'affrontent. C'est une grande pièce sur la guerre d'Algérie. Et Genet dessine comme ça les deux espaces des colonisés et des colons et la révolte des colonisés, mais cette famille ne s'inscrit pas en eux. Il voit très bien et très très vite, je veux dire, puisque la pièce de Genet est écrite pendant la guerre d'Algérie, si elle est jouée plus tard, elle est écrite pendant la guerre d'Algérie, il voit très vite que ce qui menace la révolte algérienne, c'est de se construire en miroir du pouvoir colonial, c'est-à-dire de reproduire le même pouvoir. Et comment échapper dans une guerre à la ressemblance des deux adversaires? Genet invente cette famille qui suit une ligne de fuite, comme dirait Deleuze, entre les deux espaces et échappe à la fois au pouvoir répressif de la colonisation, mais aussi au pouvoir que souhaitent obtenir les révoltés algériens. Et dans cette espèce de façon de sauver la révolte, y compris de la réussite de la révolte, c'est-à-dire de la révolution, il y a une chose infiniment belle et douloureuse, qui est un des points les plus beaux de l'œuvre de Genet. On avait parlé du théâtre et Antoine Bourseillet. Il m'a écrit tout de suite une lettre en me disant « Je vous ai peut-être déçu ou bien je vous ai peut-être mal parlé, mais ma préoccupation est ailleurs qu'au théâtre. Mais pour moi, si vous voulez vraiment... » Et là, il commençait ce que je vais lire. « Toute représentation théâtrale, tout spectacle est une féerie. La féerie dont je parle n'a pas besoin de miroir, d'étoffes somptueuses, de meubles baroques. Elle est dans une voix qui se casse sur un mot, alors qu'elle devrait se casser sur un autre, mais il faut trouver le mot et la voix. Elle est, la féerie, dans un geste qui n'est pas à sa place à cet instant. Elle est dans le petit doigt qui s'est trompé. Elle est quand un acteur de nœud, chauffeur de taxi costaud, se grime devant le public, prend l'éventail d'une certaine façon, fausse, fait tomber ses épaules en avant et devient, avec une évidence qui donne la chair de poule, la première femme shintoïste. Gilles Leroy, est-ce que c'est un individualiste selon vous, Jean Genet ? C'est compliqué parce que c'est vrai qu'il a mené sa vie de façon très égocentrée. Vous disiez qu'il avait voulu devenir riche, il est devenu riche grâce notamment à ses pièces de théâtre plus qu'à ses romans. Et dès lors, il a plus rien eu à faire de personne. Enfin, il traversait un peu il parcourait le monde comme ça sans s'inquiéter beaucoup de quiconque. Mais en même temps, il y a dans cette seconde partie de sa vie, il y a ce sentiment comme s'il devait quelque chose à l'humanité, comme s'il devait, pour avoir eu cette destinée qui l'a rendu riche et célèbre, ce qui n'était pas du tout la trajectoire annoncée, comme s'il devait rendre une part de ça aux autres. Il y a un côté enfant de cœur chez Genet.
Il ne faut pas oublier qu'il a été enfant de chœur. Et c'est comme ça, moi, que je vois principalement les engagements de Genet, d'abord aux côtés des Black Panthers, puis aux côtés des Palestiniens. Je pense qu'il y a une dimension mystique dans ces engagements. Il a encore une fois un évangile du mal, quoi. C'est surtout avec les Black Panthers qui sont considérés comme des voyous aux États-Unis, et il s'engage à côté d'eux de façon, oui, comme ça, presque apostolique, quoi. Oui, parce que dans le même temps, il vit réellement dans la pauvreté, alors qu'il pourrait vivre autrement. Oui, alors c'est une misère de luxe quand même, parce que c'est très drôle sa façon de faire, de pas avoir de compte en banque, d'aller chercher l'argent liquide chez Gallimard. Il se trouve que j'ai bien connu Laurent Boyer, qui s'occupait de Jean Genet de son vivant, puis qui continue de s'en occuper. Et Laurent racontait comment, quand Genet l'appelait au téléphone, il disait j'ai besoin de tant d'argent, et Laurent allait à la banque chercher du liquide, il ne voulait que du liquide, et il partait avec beaucoup d'argent quand même, à chaque fois. Donc il a, comme on dit, il a beaucoup claqué aussi, c'est ça que j'aime bien. Il a tout dilapidé comme ça, mais pour ses jeunes protégés, puis pour voyager, il a quand même énormément voyagé. Il était habillé avec un pantalon velours sale, avec un petit blouson élimé. Il n'était pas un ambassadeur de la France, il était un clandestin. Je crois que le grand problème de Genet, de la vie de Genet, ça a été toujours de ne pas retrouver une place. Et donc, clandestin partout, ne même pas habiter dans un lieu, ne pas avoir d'appartement, être l'homme des cafés et des hôtels, surtout sans jamais s'arrêter. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Mendel Rivers to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. Les Noirs américains sont responsables et non victimes quand ils acceptent de faire la guerre au Vietnam, à Saint-Domingue, en Bolivie, pour ce que les Américains blancs appellent la grandeur de l'Amérique. Ils sont responsables quand ils acceptent même la plus petite parcelle des bénéfices de l'impérialisme qui s'enrichit des dépouilles des peuples dévastés. L'Europe fait partie aussi de ce vampirisme. Il n'y a qu'un moyen de prouver sa liberté, pour une liberté toujours plus grande, c'est d'entrer dans la révolution comme les 2 frères Jackson, comme les frères de Soledad, les Panthères Noirs, Angela Davis, tous les peuples opprimés, comme tout homme et toute femme qui refusent d'asservir et d'être asservis. Je dirais qu'il y a une immense aventure, quand même, et qui se retrace aussi littérairement avec le dernier livre, qui est quand même un très très beau livre de Genet, Un captif amoureux. Le dernier livre reprend un petit peu les 15 dernières années de sa vie et tout son périple avec les Palestiniens et les Black Panthers. Et là, il y a l'émergence d'une écriture neuve, peut-être moins chatoyante et peut-être avec un petit peu moins de pause aussi. Dans Un captif amoureux, il y a ce rapport que Genet noue avec les Palestiniens et les Panthères Noirs, qui est un rapport provisoire. Il dit toujours que lorsque les Palestiniens retrouveront leur territoire, il dit leur petite maison, leur petit jardin, tout ce que lui-même déteste, il ne sera plus avec eux. Il épouse un moment du mouvement palestinien et Black Panther, et ce moment, il dit que c'est le moment le plus joyeux de la vie, c'est-à-dire que c'est le moment de la révolte. Enfin, le moment où les Palestiniens, c'est un moment très particulier auquel il est attaché, celui des début des années 70, où les Palestiniens sortent de leur position de réfugiés, c'était le mot qui désignait les Palestiniens, donc de victimes, pour devenir les fédayines, avec tous les excès que l'on sait,
les actes de terrorisme, les avions qui sautent, mais en même temps, dans ce moment-là, ils prennent une formidable existence. Et Genet est très sensible à ce moment-là. Mais en tout cas, il est certain que dans ce nœud qui se joue au Proche-Orient entre Israël et la Palestine, il y a effectivement toutes les grandes questions de la pensée occidentale qui sont en jeu. Et Genet essaye tant bien que mal de tracer sa ligne à travers ce champ-là. Il me semble que précisément ce que quelqu'un comme Genet peut le plus avoir à craindre, c'est la petite bourgeoisie. Qu'elle soit réactionnaire, et se scandalise de ses extravagances, qu'elle soit de gauche, parce que précisément, cette petite bourgeoisie aura la même réaction au fond de refermer le couvercle. Évidemment, la petite bourgeoisie de gauche admire Genet. Elle trouve ça formidable. Elle le soumet à des tas d'adjectifs révolté, pro-palestinien, tiers-mondiste, du côté des pauvres. Mais précisément, je crains que cette lecture de la petite bourgeoisie de gauche soit aussi censurante que celle d'une petite bourgeoisie réactionnaire. Et au fond, on pourrait dire que Genet, comme Sade, comme tant d'autres écrivains, je crois, n'a qu'un seul risque, c'est d'être lu parce qu'au fond, aujourd'hui, la pensée dominante et la sensibilité dominante, celle de la petite bourgeoisie. Beaucoup de stéréotypes de gauche sont balayés par Genet. Par exemple, dans Un captif amoureux, qui est pourtant est son dernier grand livre, son dernier livre même, qui est un livre magnifique, dont une grande partie se passe en Proche-Orient, en Palestine, en Jordanie, au Liban. Même dans ce livre, donc, qui est porté comme un étendard justement tiers-mondiste de Genet, quand on le lit sérieusement, on s'aperçoit que pas du tout, que Genet est très ironique, par exemple, par rapport à la cause palestinienne, voire qu'il l'a trahi, parce que Genet aime la trahison, fait la trahison une sorte de valeur profonde qui était une métaphysique presque de la relation à autrui. Eh bien, dans ce captif amoureux, il aime beaucoup aussi trahir. Il met en évidence, par exemple, les liens qu'il y a eu entre les Palestiniens les années 30 et le nazisme, où les grandes familles palestiniennes étaient, dans les années 30, 40, parfaitement affidées au nazisme. Donc, il aime beaucoup aussi être un délateur, au fond, Genet. Et moi, ce qui m'intéresse, ce qui me fascine, c'est l'aveuglement, l'espèce de refus de voir, de déni de voir de cette lecture. Je pense que par rapport à Genet, il y a un déni qui est réellement un véritable déni au sens inconscient, au sens d'un refoulement total. Et je suis frappé par ce déni qui est vraiment au cœur même du rapport que beaucoup de lecteurs ont à Genet. Éric Marty, comment vous voyez la fin de la vie de Jean Genet ? Je la vois comme une fin de vie d'abord très, très douloureuse physiquement. La description que fait Edmund White dans sa magnifique biographie de Genet sur les dernières années montre quelqu'un qui est très malade, qui ne se soigne pas, qui erre de lieu en lieu et qui est réellement quelqu'un de détruit physiquement et en même temps, et quelqu'un surtout qui a, je crois, en grande partie abandonné la littérature et qui va trouver dans l'écriture d'un captif amoureux une forme de dernier acte qui montre précisément cette intensité à l'œuvre chez Genet, cette puissance de vie et de mort en même temps, puisque c'est un livre aussi de mort que ce livre. Et donc, il y a quelque chose de très troublant avec le Maroc, une forme d'exil, ces dépenses invraisemblables, cette volonté de trouver des espèces de fils ou de petits-fils à qui il paye des choses inouïes. Il y a quelque chose de la fois de très beau, évidemment, d'un pathétique, pas du tout dans un sens qui serait méprisant, au contraire. Le pathétique, chacun de nous peut le vivre. Pathétique dans cette dimension la plus poétique du mot. En même temps, ce dernier Genet est celui qui est le plus récupéré justement aujourd'hui par cette lecture petite bourgeoise dont je parlais. Et donc voilà, on en fait. Alors c'est le Genet qui est marocain, qui se fait enterrer au Maroc, qui déteste la France. Pour moi, les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Il y a à la fin de la vie de Genet des textes sur la France
qui sont des textes d'amour de la France, autour de l'Église, des textes qui ne sont pas dans l'humanité, qui sont des textes au contraire pas du tout haineux par rapport à la France. Je crois que Genet est pris dans beaucoup de possibilités de vie, mais qui sont toutes terminales et qui ne parvient pas forcément à trouver une forme d'existence. Mais je crois que c'est le cas de beaucoup d'écrivains, peut-être aussi pour ceux qui ne sont pas écrivains, en tout cas pour qui la fin de la vie est une chose de déchirant et de terrible. C'était Une vie, une œuvre consacrée cette semaine à Jean Genet avec Éric Marty, Gilles Leroy, Jacques Nerson, Lydie Datas, Antoine Bourseiller, Alexandre Romanès et Albert Dichy dans une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Ghislaine David. Prise de son, Gilles Gallinaro. Mixage, Rémi Fessard. Et l'image de Jean Genet est fausse. Elle est fausse aussi par sa faute à lui. Il a voulu être récupéré par personne. Et il s'est arrangé pour ça.